Tout d'abord, je tiens à remercier Muriel et Catherine, que je connais bien, de m'avoir invité à parler des phénomènes douloureux et ses comportements problèmes chez les personnes autistes. Et évidemment, bon, vous le savez, hein, je rentre pas dans les détails, j'ai la chance de travailler à l'Université Paris-Saclay et surtout aussi d'être nommé professeur associé au CHU de Sherbrooke. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le Québec, à 2 heures de Montréal. Donc, toutes les avancées qu'on a pu faire, donc, c'est avec le labo de recherche clinique, donc, en France et le Québec. Donc, je suis associé avec eux depuis très longtemps. Ça fait 15 ans que je travaille, donc, dans le centre hospitalo-universitaire de Sherbrooke et également que l'Institut de Montréal en santé mentale et McGill, l'université McGill. Voilà. Ceci étant dit, je vais aller assez rapidement. Comme d'habitude, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je tiens à le dire, mais je laisse lire. Moi, le très joli Sound of Silence, je connais bien, j'avais assisté à l'époque au Madison Square Simon Garfunkel. Moi, je ne vais pas chanter, mais je vous ai mis quelque chose qui résume bien le problème douloureux, les comportements problèmes, sans drame, sans larmes, pauvre et dérisoire âme, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Je pense que vous avez compris qu'est-ce qu'il le chante. Moi, je suis incapable de le chanter. Merci. Je ne peux pas le chanter, mais il a tout résumé. Quand je l'écoute à chaque fois, j'ai dit, mais il résume bien, après tant d'années de bataille sur les problèmes, enfin ce qu'on appelle les comportements problèmes, les douleurs, etc., etc. Les constats, très vite, vous savez que les personnes en situation de handicap, là je le prends en général, de très nombreux obstacles. D'abord parce que l'accès aux soins, c'est, toutes les familles le disent, souffrance, errance, bon, enfin bref. Ils ont aussi des problèmes de santé, de qualité de vie, hein, on en a reparlé, surtout difficultés d'accès physique, difficultés de communication, une place totalement insuffisante accordée à la famille, les aidants familiaux et au personnel, j'aurais pu le marquer, le personnel qui s'occupe de ces enfants ou même des adultes dans les institutions médico-sociaux. Tout récemment, un mois, il y a une famille. D'ailleurs, on n'a pas le temps, mais il y a une enquête qui a été faite sur le territoire national. C'est quand même affolant comment les familles et aidants familiaux sont considérés, y compris le personnel non soignant des institutions médico-sociaux qui accompagnent dans une consultation famille. Moi, un grand ponte, je ne nommerai pas de la PHP, je suis aussi à l'assistance publique hôpitaux de Paris, et qui m'a dit, oui, tu tiens compte, toi, des familles, ils racontent n'importe quoi, mais où va-t-on? On est en 2021, on me l'a dit il y a un mois. Voilà, texto. Bien, problème de coordination, évidemment, entre le sanitaire, le médico-social et le social. Il y a une coupure, hein, comme d'habitude. On essaie d'aplanir tout ça parce que c'est une continuité de soins dans la qualité de vie, dans la prise en charge de ces personnes en situation de handicap. Et puis, évidemment, il n'y a pas assez de, je dirais, de collaboration, d'insuffisance entre tous les acteurs de tous ces domaines. Tenir compte aussi handicap, je vais aller très vite. Les obstacles de l'accès aux soins, moi je vais vous parler de l'accès aux soins, 2 dimensions. Il faut tenir compte bien sûr de la personne TSA, avec tous les problèmes, hein, on en a reparlé, et des facteurs aussi liés aux soins, à l'offre des soins. Vous savez qu'il y a aussi des enquêtes qui ont été faites, hein, je peux vous sortir, surtout en territoire français, département par département, le refus de soins pour les personnes en situation de handicap, département, je dis bien par département, et on se rend compte lorsqu'il y a un refus de soins, il y a un abandon total de soins. Ça, c'est grave. On est en 2021. Donc, j'ai des statistiques département par département. Ce n'est pas le cas ici. Je ne vais pas en parler de tout ça. Donc, individuel. Alors, quand je dis individuel, la personne TSA, moi, je tiens tout d'abord à remercier les personnes TSA, ils m'ont tout appris. Hein, moi, je n'ai pas appris dans les livres. Hein, j'ai tout appris quand j'ai fait mes recherches cliniques ensuite avec Sherbrooke. C'est grâce à ces personnes TSA, grâce aux familles, grâce aux associations de familles, à des moments qui m'ont aidé pour faire avancer tous ces problèmes de comportement et comment on doit les prendre en charge. Merci beaucoup, ces personnes TSA et ces familles, ces associations de familles. Alors, les soins. On a toujours dit,
Bon, vous savez, hein, je ne reviens pas sur la diade autistique, le fameux parapluie dont on a parlé, mais il y a beaucoup de choses. Vous savez que ces personnes, je n'ai pas le temps, vous savez qu'ils ont une, comme vous lisez, une très belle étude qui a été faite en 2016, publiée par Iroski et ses collaborateurs sur la mortalité prématurée de ces personnes avec TSA et les causes des décès, mortalité prématurée, hein, je vous dis moyenne 54 ans par rapport à la population générale de 90 ans, 54 ans, pour moi c'est jeune. Quelles sont les causes des décès? Vous êtes un peu surpris de voir que ce sont des pathologies organiques associées. Hein, je peux vous donner l'article, elle est en anglais, elle est très très bien faite. Ils ont vraiment travaillé par rapport à la population générale. Et il y a aussi certains signes, parce qu'on oublie un peu que ces personnes TSA, ils ont aussi des comorbidités physiques et psychiques associées, et bien sûr, vous savez très bien aussi qu'ils ont aussi des maladies génétiques rares. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'époque à la Pitié-Salpêtrière, et ils ont aussi, donc, vous le savez, associé, hein, ils ont X fragile, Angelman, j'en passe. Et certains symptômes et comportements, je dirais, sont assez fréquents dans l'autisme, tels que, on en a reparlé, je ne reviens pas, l'anxiété, l'agressivité, l'agitation, enfin bref, l'autostimulation, l'automutilation. Ils ont toujours été, quand je vois un peu les écrits ou les quelques articles qui ont été publiés, attribués au TSA lui-même ou alors à un problème de pathologie mentale non spécifiée, bien sûr. Alors le problème de ces comportements, c'est prétendu, je dirais, comportement autistique, ça apporte un impact néfaste de la personne en question, également des familles et de la société en général. On les dit, oh, les personnes TSA, c'est dramatique et tout. Enfin bref. Alors comment peut-on soigner, comment peut-on prendre en charge ces personnes? On en a reparlé, c'est très important. Moi, en tant que médecin, je vais vous dire, hein, si je n'ai pas le bilan fonctionnel, si je n'ai pas tout ce qui est spécificité sensorielle, je ne peux rien faire, je vais vers la catastrophe. Et ça, j'ai du mal à faire passer ce message vis-à-vis de mes collègues, que ce soit hospitalier ou libéral. J'ai la chance, on en a parlé, j'ai la chance d'avoir dans mon service, alors quand mes collègues sont venus me voir, la salle de consultation, elle fait 22 mètres carrés, hein, avec un pastel, couleur pastel, les lumières, je peux les moduler comme je veux. Enfin, je vais dire, l'environnement est très important. En face, c'est la forêt, de l'autre côté, c'est la prairie. Je ne dis pas c'est la petite maison, la prairie, hein. On en fout bien, c'est presque ça. Et pourtant, c'est un centre hospitalier public. Hein. Mais, par exemple, je vous donne juste un exemple. Lorsque je vois un enfant et que la secrétaire a marqué, il est, bon, sensorialité, c'est important, hypersensible au bruit, on prévient la veille le jardinier de ne pas passer le tracteur qui est juste en face. Vous voyez, c'est très important et ça, on a du mal à faire comprendre à nos collègues. Et autre chose aussi, là, je me suis mis à dos pas mal de collègues. Moi, j'ai eu la chance, j'étais praticien, je suis toujours médecin des hôpitaux, praticien hospitalier, j'ai la chance de sortir, d'aller vers et de ne pas rester dans notre carcan hospitalier. C'est-à-dire que moi, je peux me balader, je vais, on m'a dit, si, il faut que tu ailles dans les institutions, je vais dans les institutions, je vais dans les familles. Là, avant de venir ici, j'ai passé 2 jours dans une famille, c'est une maman avec un enfant de 4 ans, autiste, je dirais, déficience intellectuelle et des troubles de comportement, automutilation, j'ai pris des photos, j'ai pas le temps, et même vidéo. Mais ça, vous savez, c'est là que vous apprenez plein de choses. Hein. Je pense que mes jeunes collègues doivent sortir aussi un peu de leur truc hospitalier, je veux dire. Et pourtant, j'en ai parlé à la DGOS. La DGOS, c'est la Direction Générale de l'Ordre des Soins, qui contrôle tous les hôpitaux. J'ai dit, mais pourquoi on est PH, praticien hospitalier, pourquoi on n'a pas le droit de sortir? Bon. Enfin bref, ils ne m'ont pas répondu. Les spécialités, sauf que moi, ils m'ont donné une autorisation, donc j'étais pris en charge, j'avais la responsabilité de sortir de mon service hospitalier. Bon, enfin, c'est comme ça. Tenez compte des spécificités sensorielles, cognitives, comportementales, et c'est les modes d'expression. Tout ça, ce sont des modes d'expression, des signes d'une pathologie organique. Alors, on m'a toujours dit, oui, tout ça, c'est bien beau, il y a tellement de variabilité. Chaque personne autiste, c'est vraiment,
on a reparlé ce matin, hein, on ne peut pas comparer une personne autiste avec le voisin qui est aussi autiste. Alors, on m'a posé la question, oui, tout ça c'est bien beau, comment évoluer, comment soigner, comment prendre en charge l'aspect somatique. Là, je ne suis pas là pour vous parler de tous les aspects somatiques qu'on a rencontrés. Vous savez qu'il y a des prévalences de comorbidité organique chez ces personnes. Vous avez essentiellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez essentiellement l'épilepsie. Je ne dis pas que toutes les personnes autistes sont épileptiques. Vous savez très bien, l'épilepsie, dans le cadre de TSA, c'est une distribution bimodale avant 5 ans. Et puis ensuite, ça peut être pré-ado, ado ou jeune adulte. Alors, juste une petite chose, et ça, beaucoup de familles le savent, beaucoup de personnels, c'est que l'épilepsie chez eux, excessivement rare de voir l'épilepsie, vous savez, généralisée, tonico-colonique, morceau de la langue, c'est ce qu'on appelle une épilepsie partielle complexe. Et vous avez des petits signes, hein, et ça, vous pouvez, on n'a pas besoin d'être médecin, hein, donc des petits signes, par exemple, ça a été démontré, ils ont évidemment le plafonnement du regard, mais si vous êtes en train de faire quelque chose avec eux et que vous voyez tout, ça c'est encore des familles, merci les familles, hein. Et quand vous voyez que d'un seul coup, ils sont ailleurs, le ailleurs c'est une absence myoclonique, avec, vous savez, bon, soit vous faites des déviations dans le regard d'un seul côté, vous avez les sourcils qui battent, comme ici, il faut bien, ça dure très peu de temps, très très peu de temps, j'ai des vidéos mais j'ai pas le temps de vous le passer. Par contre, ce qui est important de savoir, ça dure très peu de temps cette absence, c'est que vous avez deux extrêmes dans ce cadre chez les personnes TSA, soit ils sont complètement assommés, léthargiques, comme on dit, tant mieux, vous me direz. L'autre extrême, c'est une hétéro-agressivité vis-à-vis de la personne, soit la maman, soit l'éducateur, soit un personnel qui est juste en face, qui est en train de faire quelque chose. Toujours une hétéro-agressivité vis-à-vis de la personne qu'il connaît. Pourquoi il y a cette hétéro-agressivité ? Sachez qu'on a démontré avec mes collègues, c'est que les crises d'épilepsie font excessivement mal. C'est des phénomènes douloureux et ça fait très très mal. Et ça, on a du mal à faire comprendre en disant attention, hein, dans ce cas particulier. Enfin bref. Après, vous avez bien sûr les troubles gastro-intestinaux qui se réveillent toujours par des phénomènes douloureux, douleur abdominale, je peux en parler. Vous avez aussi les troubles du sommeil il y a une prévalence chez eux. Les troubles du sommeil, c'est pareil. Vous avez des phénomènes douloureux également dans les troubles du sommeil. Entre autres, Tudor l'a très bien démontré sur pas mal de choses. Et donc, nous aussi, on a pu démontrer la même chose. Donc, vous voyez, il y a des prévalences de certaines comorbidités organiques chez eux, mais à chaque fois, ça se manifeste par des douleurs, sauf que l'expression de la douleur est totalement atypique. Moi, je suis médecin de la douleur aussi, hein, initialement. Je suis médecin interniste, mais aussi médecin de la douleur, mais c'est totalement atypique. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, les études sont très limitées. Il y a plein d'études qui ont été faites. D'ailleurs, le dernier en date, ils disent pourquoi tu prends en charge la douleur? Enfin, du moins, des collègues m'ont dit ça, et même j'ai lu des articles. Les personnes, les enfants autistes, ça me rappelle il y a quelques années, vous savez, on opérait les bébés sous curare et oxygène, et en post-opératoire immédiat, il n'y avait absolument pas de protocole dentalgique. Hein. On laissait crier, heureusement que c'était un anesthésiste qui a dit, mais attendez, là, on peut... Hein, ils ont aussi les mécanismes de la douleur, les phénomènes, etc. Donc, je vois encore écrit en disant, mais les enfants, les ados adultes, ils sont totalement insensibles à la douleur. Ça me rappelle une autre pathologie. Là, c'est une pathologie mentale qui est la schizophrénie, hein, où on a toujours dit insensible à la douleur. Et donc, on était, du moins avec l'équipe du professeur Serge Marchand à Sherbrooke, on était les premiers au monde à avoir démontré que c'est totalement le contraire. Et dans le cadre des personnes autistes, hein, les recherches qu'on a pu faire avec, dans mon service là-bas de recherche clinique et dans mon service aussi, dans la région parisienne, on est parti des protocoles de recherche clinique pour tout ce qui est le système excitateur, inhibiteur, les potentiels évoqués, c'est pas le but ici. On a démontré exactement qu'ils avaient les mêmes mécanismes, les mêmes voies de la douleur,
bon, qu'ils ont une perception différente en fonction, voilà. Donc, pour vous dire, arrêtons de dire qu'ils n'ont pas mal. C'est vrai que vous avez des situations cliniques, et tous les gens le disent, vous pouvez voir un enfant autiste mettre sa main sur une plaque chaude et puis rester là, tranquille, sans aucune expression. Mais sachez-le, l'expression de la douleur chez eux est totalement atypique. Donc, on a pu démontrer. Alors, les difficultés, évidemment, lorsque vous les examinez, hein, vous savez très bien, surtout lorsque vous avez un enfant ado adulte qui a une déficience intellectuelle sévère, qui est donc dyscommunicant, le médecin peut toujours interroger, mais il peut interroger les familles, les aidants familiaux, ou aussi les personnels qui le prennent en charge. Mais donc, et puis le stress, n'oubliez pas, il ne faut jamais les faire attendre. Hein, sinon, le degré de stress augmente. Et puis, vous avez aussi le degré d'anxiété qui augmente. Il y a aussi l'intolérance au changement. Il faut qu'ils s'approprient les lieux où ils viennent. Donc, nous, on ne se précipite pas. On les laisse. Hein, les bureaux sont ouverts hein, dans le service, sauf l'unité de recherche clinique, parce que c'est quand même des appareils qui coûtent un peu cher. Le Thermode, par exemple, Thermode, enfin, pour l'exploration de la douleur et tout, ou le potentiel évoqué aussi, l'appareil potentiel, ça coûte quand même cher. Hein. S'il casse ça, bon, l'hôpital ne va pas me rembourser. Enfin, bref, donc on les laisse s'approprier les lieux, c'est après qu'on fait les soins. Les soins, c'est pareil, je dis toujours, c'est pas 10 minutes. Hein. Moi, ma consultation, elle dure 2 heures. Bon, comme ça, heureusement, je ne suis pas, pour mes collègues hospitaliers, je ne suis pas à la tarification à la T2A. On m'a sorti la T2A, comme ça je suis tranquille. Sauf que je ne rapporte strictement rien à mon hôpital Césaro. Comme ça. Enfin bref. Alors, obstacle à l'examen clinique, vous voyez, il faut tenir compte de tout ce qui est sensorialité et tout. Alors, il y a plein de choses qui ont été écrites, hein, les modalités, on a dit, voilà, je vous ai mis hein, la réactivité comportementale, la diminution de la sensibilité, hein, les articles, les auteurs. On a parlé de repli, d'isolement, on a parlé d'expression de la douleur. Oui, ils l'ont, mais ils ne savent pas le localiser, évidemment. Et puis, on a parlé aussi des réactivités faciales. Mais tout ça, c'est des études un petit peu hétérogènes, pas quand vous faites des vraies études de recherche clinique. Et vous savez très bien que quand vous faites, même dans le cas de la douleur, quand vous mettez en place un projet de recherche clinique, vous verrez tout de suite critères d'exclusion. Évidemment, les personnes en situation de handicap et l'autiste, exclusion totale. Hein. Alors là, enfin, sauf que heureusement que nous, on a pu travailler, c'est un projet de recherche clinique là-dessus. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui ont été écrites. Hein, agitation motrice, inhibition motrice, ensuite l'expression, l'hétéroagressivité, automutilation, on a travaillé, je vous dirai un mot aussi. Les troubles du sommeil, je vous ai dit, c'est aussi, ça fait partie un petit peu de l'expression de la douleur. Alors, quand on parle des soins chez eux, c'est pas uniquement là, c'est un examen, c'est un bilan. On en a parlé, l'examen clinique, dans le cadre même de la prévention. Je pense qu'on a fait le diagnostic, entre guillemets. Je pense qu'il faut faire un bilan complet, un bilan somatique complet. Alors, quand je dis bilan somatique complet, on rigole maintenant, mais moi, je reviens à la sémiologie de base. On a un peu oublié. Quand je dis sémiologie de base, c'est quoi ? C'est observer, inspecter, palper, percuter, ausculter. On a oublié. Les trucs de base. Et ça, chez les personnes en ITSA, je peux vous dire, vous faites un diagnostic de comorbidité juste avec ça. Moi, je vais vous dire, quand j'ai ouvert le centre en 2012, mais on avait travaillé bien avant, et je pense que depuis que je l'avais ouvert, je ne demandais que 2 IRM. Tout le reste, c'était la sémiologie de base. D'autant plus que vous saviez très bien, chez eux, ces examens, que ce soit une fibro, que ce soit quoi que ce soit, ces examens invasifs, entre guillemets, nécessitent chez eux une anesthésie générale. On ne peut pas s'amuser à faire à chaque fois des anesthésies comme ça. Donc, je me suis mis à dos aussi à un certain moment, les gastro-entérologues me disaient, ouais, pour ceci, cela. J'ai dit, ouais, mais fibro, hein, tout ça, tu le fais sous AG, évidemment, ça rapporte à l'hôpital. Mais j'ai dit, pas pour la personne autiste. Donc, on a un petit peu modifié
Maintenant, on sait ce qu'on doit faire comme bilan sanguin, parce qu'il y a des choses qui ne servent à rien, qui coûtent très cher à la Sécu, et d'autres, d'ailleurs, la Caisse d'assurance nationale maladie, ils sont au courant maintenant, parce que j'ai rencontré le directeur récemment, il m'a dit, ah bon, j'ai dit, écoutez, hein, c'est comme ça. Donc, il faut donc faire ça, il faut prendre son temps, et moi je dis toujours, il faut s'adapter à la personne qui est en face de vous, s'adapter à la personne autiste. Le dernier examen que j'ai fait, alors, vous allez me dire, mais il est complètement débile ce médecin. C'était un enfant qui avait 4 ans, un trouble du comportement, il ne voulait pas monter sur le lit, parce que j'ai un lit médicalisé, pour un petit peu, et il s'est allongé sur le sol du service. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est couché à côté de lui, mon infirmière de l'autre côté, on a fait tout un examen. Demandez à mes collègues de faire ça. Toujours courir, hein. Je peux vous dire, ils m'ont dit, comment, service hospitalier, hein, bien sûr, par terre, on fait un examen clinique. Écoutez, je suis désolé, je dis, il faut s'adapter à eux, sinon on va vers la catastrophe. Après, on comprend le refus de soins, habitation, enfin bref. Donc, examen complet. Il faut qu'ils s'approprient une nouvelle origine, savoir s'adapter à la personne, c'est ce que je vous ai marqué. Vous voyez, après, on fait plein d'examens. Maintenant, on a même mis en place des examens biologiques un peu spécifiques pour dire qu'il y a des choses qui ne servent à rien, et puis d'autres où on peut découvrir des choses. Évidemment, il y a l'habituation aux soins, où il y a plein de choses où on doit habituer quand même avant. On peut faire plein de choses comme ça. Ils aiment bien tout ce qui est tablette, on met les habituations aux soins. Vous connaissez bien, c'est la publicité gratuite que je fais. Allez-y, Santé BD est très très bien fait, Coactive Santé BD, on y connecte. Vous avez plein de planches, plein de vidéos qui ont été faites. J'ai participé aussi. C'est gratuit, en plus, vous ne payez rien. Et c'est très, très bien fait, l'habitation aux soins, quand on amène ces personnes chez le dentiste, ou même pour subir une anesthésie, quand ils vont. Voilà, plein de choses. Ça s'appelle Santé BD. Vous pouvez le télécharger autant de fois que vous voulez. Alors, ne pas dépasser. Les personnes autistes, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont insensibles, soi-disant insensibles, indifférents à la douleur. On a montré le contraire. Ils ont exactement les mêmes mécanismes que vous et moi de les voies de la douleur jusqu'au cortex somatosensoriel, avec tous les mécanismes excitateurs au niveau de la moelle, hein, la porte fermée, enfin, je ne rentre pas dans les détails, et également là-haut, les mécanismes inhibiteurs, ce qu'on appelle le CIDN. Bon, là-dessus, on a travaillé, j'en parle, on a les protocoles qu'on a fait, on l'a publié, etc. Alors, après, tout ça, c'était bien beau, grâce aux familles hein, qui nous ont poussés. Ils ont dit, il faut faire quelque chose parce qu'on nous considère, quand ils allaient, l'errance, la souffrance des familles quand ils allaient dans les soins ou dans une consultation. Alors, après avoir travaillé pendant pas mal de temps, voilà l'expression de la douleur, sémiologique, hein, les signes. Voilà. Vous avez l'agressivité. C'est essentiellement l'électroagressivité, je vous ai dit, vis-à-vis de la personne qui connaît. Ça a été démontré exceptionnellement. Deuxième chose, automutilation, parce qu'ils ont mal. Vous savez, l'automutilation, on l'a démontré également dans ce cadre-là. Essentiellement, j'ai retiré les photos que j'avais de mes consultations que j'ai faites parce que ça faisait fuir un peu, ça fait un peu peur, mais on s'est dit pourquoi on laisse évoluer jusqu'à ça. Vous avez essentiellement étudié, première région, vous avez une idée de l'automutilation. Vous n'avez pas d'idée, c'est très simple. Voilà. Donc là, tout le monde supérieur, et la deuxième région, dans le cas de l'automutilation, c'est la région céphalique. J'ai retiré les photos parce que j'ai des photos des enfants avec la voûte crânienne complètement défoncée. Et ça, je le montre quand je fais mes cours aux étudiants en médecine. Et ils me disent, ah bon, j'ai dit oui, l'automutilation. Pourquoi l'automutilation? Ils ont tellement mal, ils essaient de se calmer. Ils essaient de calmer la douleur, mais c'est logique. Ça peut être associé ou pas, hein, je vous dis bien. Les cris sont un problème particulier. Ils sont dyscommunicants, ils peuvent crier, hein, bien sûr. Alors, j'ai oublié de vous rajouter, je voulais le faire, puis j'ai oublié. Tout récemment, il y a aussi autre chose. Méfiez-vous
Vous voyez, l'expression est totalement différente. Hein. Il y a autre chose aussi. J'ai marqué cri sans problème particulier, virgule. Quand vous voyez quelqu'un, un enfant ou même ado, adulte, vous êtes en train de travailler avec lui, hein, vous faites ce que vous voulez au niveau approche comportementale, vous êtes en train de faire... bon. Et que vous voyez subitement sourire ou éclater de rire, méfiez-vous. Ah, il dit, ah ben, j'ai fait un truc, il est content. C'est faux. Sourire et éclat de rire, c'est aussi une expression de la douleur chez la personne. C'est ça, on l'a démontré, et je ne suis pas le seul, avec mon collègue italien de Milan, il a trouvé les mêmes choses, on a confronté nos trucs. Alors maintenant, ça fait partie. Les cris sans problème particulier. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, vous, si vous avez mal, vous n'allez pas éclater de rire. Hein. Je peux vous dire, vous n'allez pas sourire. Vous voyez, pour vous dire comment c'est totalement atypique l'expression de la douleur. Et enfin, les troubles du sommeil, j'en ai parlé, en disant que c'est aussi une expression de la douleur. Et si on ne fait rien du tout, explosion violente, totalement inexpliquée, en 5 minutes même pas, ils peuvent tout casser. Je n'ai pas le temps de vous passer la vidéo pédagogique, on a fait un DVD, et je peux vous dire, quand vous voyez cet enfant Alexis, qu'est-ce qu'il a... Bon, vous pouvez vous poser des questions, hein, trouble du comportement grave, parce que maintenant, apparemment, on m'adresse tous les comportements graves. Bon, je veux bien, mais si on faisait un minimum d'examen, on n'a pas besoin de laisser évoluer jusqu'à là. Ils peuvent tout casser en l'espace de 2 secondes. Tout péter. Alors, l'évaluation, comme je vous ai dit, hein, regardez, observez, voilà. Tenir compte des difficultés de communication. Moi, je demande toujours, évidemment, le bilan sensoriel, c'est important pour nous. Céder l'entourage familial, c'est important. Ils font partie pour moi des soins. Alors, quand on me dit, ouais, mais ils n'ont pas de langage, j'ai dit non, je suis désolé, ils ont un langage. C'est le corps qui parle, c'est le langage du corps. Et c'est très important d'observer les mots MOTS et les mots MAUX. Vous voyez, nous, on reste encore... je ne critique pas, hein, c'est comme ça qu'on reste un peu dans ces repères anatomiques, on peut pas. Avec ces personnes-là, c'est impossible. Il faut pouvoir s'adapter et ne pas appliquer ce qu'on apprend dans les livres. Moi, je dis toujours aux jeunes internes ou même aux externes, je dis, mais comment vous faites un diagnostic d'une occlusion intestinale? Parce que ça fait mal, l'occlusion intestinale. Ah ben, on demande un scanner écho. Ben non, je suis désolé, c'est ça. Hein, la matité. Ah mais c'est ça. C'est des choses simples. Moi, je ne demande pas un truc. Hein. Je fais le diagnostic uniquement sur la percussion de la paroi abdominale. Et c'est comme je disais, lorsque vous avez un épanchement liquide, enfin une pleurésie, je n'ai pas besoin d'une radio. Hein. Fais ça suffit. Hein. On oublie un peu de revenir, hein, comme mes maîtres m'ont appris. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands maîtres, M. Miliès, peut-être vous avez entendu parler, grâce à lui, j'ai pu connaître Madame, avec beaucoup de respect, Madame Simone Veil, à l'époque, quand elle était ministre de la Santé. Et donc, c'est un peu vieux. Hein. Voilà. Alors, donc, vous voyez, pour vous dire, docteur, quand je me touche là, ça me fait mal. Si je touche de l'autre côté, ça me fait... Bon, c'est pour rigoler. Hein. L'autre, le médecin qui dit, vous avez le doigt cassé. Évidemment. Alors, on a travaillé aussi, donc on vous a montré, on l'a écrit dans les recommandations. Lorsque vous avez une perte des acquisitions, vous savez que les personnes autistes, prise en charge précoce avec l'approche multidisciplinaire, avec ergo, psychomote, enfin, etc. Donc, ils évaluent toujours par palier, hein, pas d'un seul coup comme ça, ils évaluent comme ça. Et quand vous avez une perte des acquisitions, il faut impérativement aller voir s'il n'y a pas une pathologie, une maladie organique et ou une douleur. Et lorsqu'ils ont un changement par rapport à la base, hein, changement soudain du comportement, c'est exactement la même chose. Il faut aller voir s'il n'y a pas une maladie organique et ou douleur. Et je peux vous dire... Dans le DVD pédagogique qu'on a fait, j'avais dit 70%. Maintenant, je suis arrivé à 90% des comportements, des troubles du comportement, surtout graves, chez les personnes qui n'ont pas de langage.
parce que je retrouve une pathologie organique essentiellement douloureuse, qu'on a laissé évoluer, et alors qu'on aurait pu les prendre en charge en amont, et ce n'est pas le but de les sédater, parce qu'ils sont agités, ils sont hétéroagressifs. On ne sait pas en sédater avec des neuroleptiques, des antipsychotiques atypiques, ça ne calme pas la douleur, hein, je peux vous dire. Donc, il y a toute une liste. Vous voyez, c'était publié, hein, donc je vous dirai où est-ce que vous pouviez aller. Essentiellement, vous voyez, troubles du sommeil, on en parle, colère, alors, quand vous voyez ça, aussi je dis, quand vous voyez ça, moi, je n'ai pas besoin d'aller voir le gastro. Quand vous avez quelqu'un qui, d'un seul coup, il fait ça, aïe, comme ça, ben, vous savez, il faut y penser tout de suite chez eux, quand ils se font ça, très souvent. Il faut y penser, parce que c'est une des pathologies que l'on rencontre chez eux, c'est le reflux gastro-œsophagien. Pourquoi ils font ça? Parce que ça fait tellement mal. Moi, je vous ai amené, quelqu'un veut venir ici, je veux bien vous mettre une goutte d'acide, acide chlorhydrique, hein, bien sûr. Vous verrez ce que ça fait. Ça brûle, l'acide chlorhydrique. Eux, ils ont un reflux. Ça brûle complètement l'œsophage. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous brûlez? Quelle est votre première réaction? Frotter. Eux, ça fait tellement mal, ils ne vont pas se frotter. Alors, il faut voir l'état de la paroi thoracique. J'ai des photos aussi, je ne veux pas vous montrer. Donc, il faut y penser au reflux gastro-œsophagien. C'est des choses, des moyens très simples pour détecter une même pathologie, vous voyez. Et lorsqu'ils se font ça, hein, il faut aller voir s'il n'y a pas des otites ou des caries ou des abcès dentaires. Parce que sachez que la plupart des pathologies que l'on retrouve chez eux, comme une comorbidité organique, c'est essentiellement passer la chronicité. Donc ça peut rester tranquille, et quand ça se réveille, je peux vous dire, c'est là qu'ils ont des troubles du comportement. C'est pour ça que ça fait partie, changement soudain du comportement. Ça a été publié aussi, on en a beaucoup parlé, il n'y a pas qu'il faut impérativement éliminer, c'est dans les recommandations que j'ai repris. Au milieu, vous voyez, hein, Séverine n'a pas participé, et au milieu, il faut éliminer toutes les pathologies, et ensuite, le deuxième cercle, vous voyez, ça concerne la personne en question, et n'oubliez pas, l'environnement également, qui peut entraîner des troubles du comportement. Hein, donc, vous voyez, tout ça, ça fait partie, il faut tout étudier. Alors c'est encore les familles, ils m'ont dit, ouais, les signes physiques, nous, on dit aux médecins, ils ne veulent pas nous croire. Alors, vous savez que pour la douleur, il y a des échelles, heureusement, d'évaluation de la douleur. Je ne rentre pas dans les détails, auto- et hétéro-évaluation. Alors, nous, on a beaucoup travaillé, on n'a rien inventé, on s'est dit, oh là. Et puis, mon équipe de recherche, un jour, ils viennent me voir et me disent, écoute, vous savez très bien que les échelles d'évaluation de la douleur n'est fait que par le personnel soignant. Et on oublie que dans les institutions médico-sociaux, vous avez des non-soignants, c'est-à-dire vous avez des éducateurs, des travailleurs sociaux, des AMP. Et même s'ils faisaient ça, le médecin dit « ouais, ça a été fait par un éducateur, c'est pas valable ». Donc mon équipe, ils disent « ouais, il faut peut-être penser ». Puis les familles aussi, les familles pouvaient faire, mais personne ne voulait le croire. Donc elles ont travaillé, je tiens à les remercier, avec Sherbrooke, évidemment aussi, mes collègues, professeur Serge Marchand et son équipe, et puis avec Montréal. Donc on a, pas inventé, on a mis en place une échelle d'évaluation de la douleur qui soit simple. C'est-à-dire, quand je dis simple, qui peut être fait aussi bien par le personnel soignant que non soignant. C'est ça qui était important, parce qu'il y a beaucoup, on oublie, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les familles. Et on s'est dit, il faut trouver quelque chose. Voilà, cette échelle, elle s'appelle l'échelle simplifiée de la douleur chez les personnes dyscommunicantes avec trouble du spectre de l'autisme, qui a été mis en place. Vous voyez, il y a 6 items. Hein. Je n'ai pas pu vous mettre le guide. Hein. Vous allez sur le site de l'hôpital Barthélemy-Durand et vous avez le guide d'utilisation de cette échelle, parce que sinon, ça prenait trop de place. Vous avez 6 items. Si vous avez coché plus de 2 items, vous êtes sûr et certain que votre personne a une douleur. Mais sauf qu'il faut que le médecin
à examiner pour savoir quelle est l'origine de la douleur. Donc cette échelle, on l'a fait, et puis les familles étaient très très contentes qu'on ait mis ça en place, et puis aussi les personnels des éducations dans les institutions médico-sociaux, surtout que je vous dis, les éducateurs et tout. Et puis bon, on a continué à travailler sur cette échelle, peut-être qu'on va le modifier, j'en sais rien pour le moment. Et puis ça a été validé, j'ai rien demandé, ça a été validé par le ministère de la Santé. Et du coup, j'ai présenté ça lors d'un congrès international, mais c'était en français. Mes collègues anglo-saxons sont venus me voir. Hey, dis donc, on ne comprend rien là, c'est en français. Ah, j'ai dit, ouais, mais bon. Alors, on l'a traduit en anglais, donc elle est partie maintenant dans les pays anglo-saxons, pas au Québec, bien sûr, c'est français. Et donc, il y a une version anglaise. Là, les Italiens sont en train de le traduire parce qu'ils trouvent que c'est simple. Hein, ce qui est bien, parce que c'est validé, ça peut être fait par les éducateurs, les familles, et le médecin ne peut pas contredire. Par contre, c'est au médecin d'aller trouver l'origine de la douleur. Hein. Il faut toujours rechercher, comme je dis, dans le cadre des TSA où il y a une déficience intellectuelle importante de communication et tout, il faut toujours rechercher une source de douleur. Ça aussi, on a travaillé avec l'équipe de Vancouver, au Canada, et ce qu'on appelle ou une irritabilité d'origine inconnue, entre guillemets, hein, comme les anglo-saxons appellent ça le PIOU, Pain and Irritability of Unknown Origin. On a travaillé là-dessus aussi, et puis finalement, on est arrivé en disant que si on veut vraiment faire notre métier de médecin pour eux, c'est... Ce bonhomme, d'ailleurs, a été repris dans les recommandations, alors qu'on l'avait déjà publié avant, dans les recommandations françaises. Voilà tout ce qu'on doit rechercher chez eux. Vous voyez ? Parce qu'on fait tout, hein, théoriquement, un médecin formé, il est capable de faire même un examen neurologique de base. Hein. Vous voyez, épilepsie, je vous ai parlé, hein, crise douloureuse et tout. Dans le cas des systèmes génitaux urinaires, lorsqu'arrive l'adolescente, on a des troubles du comportement et on oublie chez eux les règles douloureuses, comme beaucoup de femmes, eh ben, on l'a complètement oublié. Moi, c'était une jeune infirmière. Un jour, je pédalais dans la choucroute, je n'avais rien trouvé. Elle me dit, hey, t'as pensé à ça? Et puis, effectivement. Ou ça peut être aussi une dysrégulation. Vous savez, l'horloge biologique interne se met en place, hormones sexuelles mâle-femelle. Il peut y avoir une petite dysrégulation, donc on peut compenser ça. Et puis, autre chose aussi, n'oubliez pas, chez ces personnes, il faut faire la prévention en amont. Donc, on insiste maintenant, parce qu'ils ont une modification de schéma corporel, apparition des caractères sexuels secondaires. Il faut donc les préparer, sinon vous allez avoir des troubles de comportement. Donc, vous avez d'excellentes planches, vous allez sur Google, et donc maintenant, on essaie de faire la prévention. Vous voyez, la peau, il faut tenir compte, tête et cou, je dis, des otites qui sont passées à des otites chroniques, des abcès, des plaies, etc. On oublie aussi tout ce qui est l'appareil cardiovasculaire, hein, le nombre. J'ai vu récemment un autiste adulte dans une masse, vous voyez, une maison d'accueil spécialisée, où le médecin avait fait, et puis un taux de cholestérol, je veux dire, l'HDL qui a diminué, le LDL qui a augmenté avec un taux de triglycérides, rien n'a été mis en place comme traitement. C'est-à-dire que cette personne pouvait aller, pouvait faire tout ce que vous voulez, hein, insuffisance coronarienne, accident vasculaire cérébral. Voilà. Le système gastro-intestinal, je vous ai parlé, œsophagite, reflux, etc., etc. Évidemment, la constipation, elle est connue. Et puis, n'oublions pas le système aussi musculaire squelettique. Hein. Moi, quand je regarde aussi les pieds, comme je l'ai dit, j'ai fait des chaussettes. Quand vous voyez, vous savez, la voûte plantaire, elle est comme ça. Hein. Pour la plupart, pieds plats, comme on dit, eh bien, ça entraîne des problèmes et des douleurs au niveau du genou et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, pédicure podologue, pas besoin, qui fait les semaines orthopédiques et ça ira mieux. Donc voilà, ça a été mis aussi en place, théoriquement, voilà. Et j'ai fini, conclusion, ben, le langage du corps, surtout, prend toute son importance. Je vous ai marqué, souvent on ne laisse pas parler la personne autiste de ses douleurs dans son langage propre, je dis bien dans son langage propre, de sa souffrance, de sa maladie.
si son discours ne s'inscrit pas dans nos références telles qu'on nous a apprises, anatomiques, organiques. Non, il faut s'adapter. Alors, pour ça, je vous dis, comment permettre à ces personnes de parler de la douleur au moment où ils souffrent et avec quels mots? MOTS. Avec quels mots? Voilà. Donc, on essaie de faire la formation initiale, on en a parlé, formation continue, puis cure de rappel, et puis développer des prises en charge un peu spécifiques des soins somatiques. Donc, on est toujours se recommander aux recommandations de l'HAS et de l'ANESM. Mon collègue Eric vous en a mis en place, hein, vous en avez deux qui sont très bien, hein, guide qualité de vie, handicap, problèmes somatiques, qui a été publié. Maintenant, l'ANESM et l'HAS font juste un seul organisme. Vous allez sur les recommandations HAS, c'est mis par année, donc ça a été fait en 2017. Vous cliquez 2017, vous pouvez récupérer les deux recommandations qui sont relativement bien faits, hein, accueil, accompagnement. L'autre, HAS, était publié en 2017. Et le premier, tout ce que je vous ai dit, vous avez encore plus de choses, parce que là, je n'avais pas trop de temps. Et on a publié aussi un livre, mais vous n'avez plus l'édition en français, avec mes collègues québécois, Mental Health and Pain, où il y a tout. Il y a tout un chapitre aussi sur le TSA. Et puis il y a aussi tout ce qui est schizophrénie, bipolaire, dépression, etc., qui est en anglais. Bon, on va peut-être mettre ça au goût du jour, hein, avec mes collègues. Et puis le dernier, que ce sont les Américains, les Anglo-Saxons qui m'ont demandé, parce qu'ils ont fait un livre, Oxford University Press a fait un livre, donc on l'a publié, c'est sorti l'année dernière. J'ai écrit tout un chapitre sur un truc spécifique, Overlapping Pain and Psychiatric Syndrome, qui a été publié l'année dernière, en fin de l'année dernière, et qui est, où j'ai écrit tout le chapitre sur comment on doit prendre en charge la douleur et tout ce que ça comporte dans le cadre des TSA et dans le cadre des TDI, déficience intellectuelle sévère. Voilà, moi je crois que j'ai fini. Alors, des petites choses, hein. Je vous ai dit ça. Et pour autre chose aussi, vous verrez très souvent dans les troubles gastro-intestinaux, hein, je n'ai pas le temps de vous en parler de tout ça, très souvent, diagnostic aussi, n'oubliez pas, pratiquement, hein, je vous ai dit, reflux gastro-œsophagien, il y a une autre pathologie que l'on rencontre, on avait un peu tendance, on s'est dit, c'est l'ulcère gastrique. En ulcère gastrique, si vous voyez le gastro, il va dire test alluré, vous savez, le gaz expiré, vous pouvez toujours courir, hein. Faire un test alluré chez nous, personne TSA. Donc, après, bien sûr, il faut faire une fibrobiopsie. C'est sous-âgé, c'est le jeu. Il y a des petits signes pour voir. C'est après l'alimentation. Ils auront du mal à aller manger parce qu'ils savent que ça va déclencher la douleur. Si vous voyez un nouveau enfant ou adulte, ado, personne TSA, qui, après le repas, qui se tient comme ça, vous savez, alors, et puis il est comme ça. Et puis vous verrez d'un seul coup s'automutiler en se tapant, et c'était encore plus grave, il va essayer de trouver, vous voyez, un truc carré comme ça, et il va s'automutiler parce que ça fait tellement mal jusqu'à la. Donc quand vous voyez ça, méfiez-vous, avec des éruptations, il faut penser, je ne dis pas que c'est égal à c'est du douleur, ça déclenche tellement de douleur, il faut penser à dire, ah, peut-être qu'il a une ulcère gastrique. Alors vous savez, maintenant, on ne fait plus de fibro. Vous savez ce qu'on fait? On fait juste une prise de sang, on demande toujours chez les personnes. Bien ça, parce qu'il faut être pratique, il faut être vraiment... Et on demande une prise de sang et on demande une sérologie de l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie. Et même dans le cadre des traitements, il faut savoir s'adapter chez eux. Parce qu'il y a des traitements, par exemple, dans le cas de l'Helicobacter pylori, vous avez des traitements, de nouveaux traitements, c'est antibiotiques hein, spécifiques, enfin bref, et il ne faut pas faire avaler chez eux, hein, le nouveau produit, évidemment, c'est 12 gélules par jour, 4 fois 3. Allez faire ça, avaler chez eux. Donc on revient sur l'ancien traitement séquentiel,
tout en prévenant les familles, parce qu'il faut leur dire c'est passé à la chronicité, ça peut revenir comme ça peut disparaître. Hein. C'est jamais. Donc c'est des petits signes comme ça que vous pouvez noter et interpeller le médecin en disant j'ai remarqué ça, peut-être qu'il faut un examen clinique. Vous voyez, des petits signes comme ça, vous pouvez, pas besoin d'être grand spécialiste comme vous. Voilà, j'ai fini, je suis un peu bavard, mais voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.